Je pensais être une femme ordinaire. Je pensais que ma vie avait un sens, bien. Cadrée dans une routine rassurante, une carrière solide, un petit appartement. Qui sentait le café fraîchement moulu chaque matin, et absolument aucun imprévu. C'était exactement ce que je recherchais. Puis, mon téléphone a sonné un mardi. J'étais en train de saisir les dossiers des patients à mon bureau quand l'appel est arrivé. C'était un numéro inconnu, mais avec l'indicatif local de Lyon. J'ai failli laisser sonner pour que l'appel passe sur ma messagerie. J'aurais dû le laisser passer sur ma messagerie. Au lieu de cela, j'ai décroché. Est-ce bien le docteur Élise Girard? C'est moi-même, ai-je répondu, tout en continuant à taper sur mon clavier. Docteur Girard? Ici l'infirmière Valérie. Des urgences de l'hôpital Saint-Vincent. Nous avons un enfant ici, un petit garçon d'environ 5 ans. Il a été déposé par une voisine il y a 2 heures. Après avoir été trouvé seul devant une résidence. Il n'avait aucun papier sur lui, mais il portait un petit sac à dos. À l'intérieur, nous avons trouvé un morceau de papier avec votre nom, votre numéro de téléphone et ces mots. Appelez-la s'il arrive quelque chose. J'ai arrêté de taper. Je vous demande pardon, ai-je dit. Pouvez-vous répéter? Elle l'a répété. Je suis restée pétrifiée. Mon café refroidissait sur le coin de mon bureau. Par la fenêtre, je voyais le parking de l'hôpital, la même vue que je contemplais chaque jour. Je ne connais aucun petit garçon de 5 ans, ai-je dit. Prudemment. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas de frère ou sœur ayant des enfants. Je ne vois absolument pas quel enfant pourrait avoir mon nom dans son sac. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Nous comprenons, a-t-elle repris, et nous ne suggérons aucune obligation légale pour le moment. Mais le garçon vous réclame. Il ne cesse de dire votre nom. Il a dit, et je vous cite, Élise me connaît. Appelez Élise. Il semblait très sûr de lui. Mes mains étaient figées au-dessus du clavier. Comment s'appelle-t-il, ai-je demandé. Une autre pause. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital Saint-Vincent dans une sorte de brouillard contrôlé. J'étais médecin. Je gérais l'incertitude tous les jours. Je savais comment garder une respiration régulière même quand tout s'effondrait autour d'eux. Moi. Je me disais que c'était un malentendu. Quelqu'un s'était trompé d'Élise Girard. Le garçon avait trouvé un bout de papier avec le nom d'une inconnue. Il y avait forcément une explication rationnelle. Je suis entrée dans l'LD. Urgence pédiatrique et j'ai trouvé l'infirmière Valérie à l'accueil. C'était une femme de grande taille au regard attentif, et elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un dont on ne sait pas encore quoi penser. Docteur Girard. Elle m'a serré la main. Merci d'être venu. Il est au box 4. Je dois vous prévenir, il est calme maintenant, mais il était très angoissé à son arrivée. Il vous réclamait spécifiquement. Nous avons contacté l'aide sociale à l'enfance, une assistante sociale est en route, mais il devenait si agité dès que nous parlions d'attendre que nous avons pensé qu'il valait mieux vous appeler. Bien sûr, ai-je répondu. Elle m'a conduite dans le couloir. Je passais devant les scènes familières de mon propre quotidien professionnel, les chariots de soins, les rideaux tirés, le bourdonnement sourd des moniteurs. Puis, elle a tiré le rideau du box 4, et je l'ai vu. Il était assis sur la table d'examen, petit et frêle dans une blouse d'hôpital trop grande pour lui, ses cheveux châtains légèrement en bataille. Il serrait un petit lapin en peluche contre sa poitrine. Il a levé les yeux quand je suis entrée, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il avait un œil bleu et un œil marron. J'ai un
œil bleu et un œil marron. Cela s'appelle l'hétérochromie irienne. Je l'ai. Depuis ma naissance. Ma mère l'avait, sa mère aussi, et sa grand-mère avant. Elle. C'est un trait qui se transmet dans notre famille comme un nom de famille. Spécifique, héréditaire, indéniable. En 32 ans de vie, j'ai rencontré exactement 3 autres personnes ayant cette condition, et 2 d'entre elles étaient mes proches. Ce garçon n'était pas mon parent. Il ne pouvait pas l'être. Je n'avais pas de frère, pas de cousin, aucun membre de la famille qui aurait pu avoir un enfant sans que je le sache. Et pourtant, il était là, me regardant avec son œil bleu et son œil marron, et quelque chose dans ma poitrine attiré dans une direction que je ne pouvais nommer. Élise, a-t-il dit. Ce n'était pas, es-tu Élise, ou, est-ce que tu t'appelles Élise, juste, Élise, comme s'il prononçait ce nom depuis des années. Bonjour, ai-je réussi à articuler. Bonjour, Léo. Il a tendu son lapin en peluche vers moi. Il s'appelle Pistache, a-t-il dit sérieusement. Il avait peur lui aussi, mais je lui ai dit que tu viendrais. Je me suis assise sur la chaise à côté de la table d'examen. Mes mains étaient croisées sur mes genoux pour qu'il ne les voie pas trembler. Comment savais-tu que j'allais venir, ai-je demandé. Mon papa me l'a dit, a-t-il répondu. Il a dit que s'il arrivait quelque chose, je devais trouver le papier dans mon sac et demander à quelqu'un de t'appeler. Il a dit que tu viendrais. Léo, où est ton papa en ce moment? Il a baissé les yeux vers Pistache. Il est parti? A-t-il dit doucement. Il a dit qu'il devait aller quelque part, et que je devais l'attendre devant l'immeuble. J'ai attendu très longtemps. Madame Garcia? La voisine du dessus, m'a trouvée et m'a emmenée ici. J'ai gardé une voix très stable. Sais-tu où ton père est allé? Il a secoué la tête. Il a dit qu'il était désolé, a murmuré Léo, d'une voix si ténue qu'on l'entendait à peine. Il a dit qu'il était vraiment désolé, et qu'Élise s'occuperait de moi. Je me suis éclipsée après quelques minutes, je suis sortie dans le couloir et je suis restée le dos contre le mur, pressant mes paumes contre la surface froide de la cloison peinte. L'infirmière Valérie m'a retrouvée là. Est-ce que ça va? A-t-elle demandé. Non, ai-je répondu franchement, mais je vais avoir besoin de parler à l'assistante sociale, et je vais avoir besoin de comprendre quelle est la procédure ici. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir qui est le père de cet enfant, parce que cet homme a beaucoup de comptes à rendre. Son nom, je l'ai découvert au cours des 72 heures suivantes, ne figurait sur aucun document officiel. L'appartement où Léo vivait avait été loué sous un faux nom. Il n'y avait pas d'acte de naissance que l'assistante sociale puisse localiser immédiatement. Ce qu'il y avait, finalement, c'était une voisine qui avait vu le père, un homme grand, brun, d'une trentaine d'années, et une agence immobilière qui avait gardé un dossier de candidature. Quand l'assistante sociale m'a montré le nom sur le dossier, j'ai dû le lire 2 fois. Julien Moreau. Je n'avais pas prononcé ce nom depuis presque 6 ans. Julien et moi étions sortis ensemble pendant 2 ans durant mon internat. C'était un chercheur scientifique, brillant d'une manière qui le rendait intéressant. Jusqu'à ce qu'on réalise que son génie n'était rattaché à aucun sens moral. Notre rupture avait été brutale. Ou plutôt, il l'avait rendue brutale. Une dispute dans mon appartement, des accusations que je ne comprenais pas, une porte qui claque. J'avais mis 1 an à m'en remettre avant d'aller de l'avant. Je n'avais pas pensé à lui depuis très longtemps. Et maintenant, j'étais assise dans le bureau d'une assistante sociale, fixant son nom, pensant à la façon dont Léo m'avait regardé avec ses 2 yeux de couleurs différentes. J'ai demandé à
L'assistante sociale de me laisser seule quelques minutes. J'ai appelé ma mère. Maman, ai-je dit quand elle a décroché. Tu te souviens de ma deuxième année d'internat, quand j'étais avec Julien? Tu te souviens qu'il travaillait dans la recherche en médecine reproductive? Je me souviens que je ne l'aimais pas, a-t-elle répondu immédiatement. J'ai besoin que tu te rappelles quelque chose. Tu te souviens que je t'avais dit que je m'étais inscrite à ce programme de recherche génétique volontaire? Celui de l'hôpital universitaire? Un silence. Celui où il prenait des échantillons de sang et de tissu, a-t-elle dit lentement. Oui, Élise. Sa voix avait changé. De quoi s'agit-il? Je lui ai parlé de Léo. Elle est restée silencieuse très longtemps. Ses yeux, a-t-elle fini par dire. Oui, Élise. Et il y avait maintenant dans sa voix une étincelle farouche que je reconnaissais depuis mon enfance, celle de chaque instant où elle m'avait défendu. Découvre exactement ce qui s'est passé, puis rappelle-moi. Je suis médecin. Je comprends la génétique. Je comprends les mécanismes de la fécondation in vitro. Je comprends que le programme d'échantillons de tissu auquel je m'étais inscrite comprenait un prélèvement génétique complet, sang, cellules, tout ce dont un chercheur aurait besoin pour étudier les maladies héréditaires. Le formulaire de consentement que j'avais signé était à des fins de recherche, d'études académiques, de publication. Ce n'était pas un consentement pour créer un être humain. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que Léo était placé dans une famille d'accueil provisoire, un endroit où je me rendais. Chaque jour, j'ai reconstitué les faits avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit de la famille, d'un enquêteur privé, et finalement de l'institution de recherche elle-même. Julien avait quitté le programme de recherche de l'université dans des conditions troubles 3 ans plus tôt. Il y avait eu une enquête interne, jamais rendue publique. Quand mon avocat a soumis une demande formelle en mon nom, citant un possible détournement d'échantillons de recherche, l'institution a répondu rapidement, trop rapidement, ce qui m'a prouvé qu'ils savaient déjà que quelque chose clochait. Ce qu'ils ont confirmé. Après un test ADN que j'ai exigé et qui est revenu en moins d'1 semaine, c'était exactement ce que je savais déjà au fond de moi depuis l'instant où j'étais entrée dans ce box d'hôpital. Léo était mon fils biologique. Son ADN était à moitié le mien. L'autre moitié était celle de Julien. Julien avait volé mon matériel génétique dans la banque de recherche. Il s'en était servi pour créer un embryon. Il avait trouvé une mère porteuse, une femme à qui l'on avait fait croire, semble-t-il, qu'elle participait à un arrangement légal privé. Léo était né il y a 5 ans, et Julien l'avait élevé seul, ce qui était le seul détail que je ne parvenais pas à comprendre, la seule pièce qui ne collait pas avec l'image d'un homme qui ne s'était jamais soucié que de lui-même. Pourquoi créer un enfant et l'élever vraiment? Pourquoi ne pas simplement je ne pouvais pas finir cette pensée. Mon avocat a demandé à l'enquêteur privé de retrouver Julien. Il l'a trouvé à Marseille, vivant dans une chambre louée, travaillant dans un domaine qui n'avait rien à voir avec la science. Il avait une nouvelle compagne. Il ne lui avait apparemment rien dit au sujet de Léo. Quand mon avocat a pris contact, Julien n'a rien nié. Il a envoyé un seul email par l'intermédiaire de son propre avocat. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je n'étais pas dans un bon état d'esprit à la naissance de Léo, et j'ai essayé de réparer les choses en l'élevant moi-même. On m'a récemment diagnostiqué une maladie neurologique évolutive. Je ne pouvais plus m'occuper de lui correctement. Je suis prêt à coopérer pleinement avec la justice. Je demande seulement qu'il soit confié à Élise. J'ai lu cet email 5 fois. Je
Ne savais pas quoi ressentir envers un homme qui m'avait volé quelque chose de si profond et qui, à sa manière brisée, essayait de me le rendre. Ce que je savais, c'était que Léo avait 5 ans et qu'il n'avait rien fait de mal. La procédure légale ne fut ni simple ni rapide. Rien de ce qui touche à un enfant ne l'est jamais. Il y eut des audiences, des évaluations, des enquêtes sociales. Il y eut des nuits blanches dans mon appartement à imaginer tous les scénarios possibles. Il y eut une conversation avec ma mère dans sa cuisine où nous avons toutes les deux pleuré. Et une autre où elle a préparé un gâteau au yaourt et où nous avons discuté de la suite, parce que c'est ce que ma famille fait, on cuisine, et on fait des projets. Mon avocat a plaidé avec succès qu'en tant que parent biologique de Léo, j'avais des droits acquis par une contribution génétique non consentie, ce qui rendait mon statut parental complexe mais légitime. Étant donné l'abandon volontaire de Julien et son incapacité documentée, j'étais le placement permanent le plus approprié. L'aide sociale à l'enfance a effectué 3 visites à mon domicile. J'ai répondu à chaque question. Je n'ai pas joué la comédie. Je leur ai dit que j'étais une pédiatre qui avait passé sa carrière à soigner les enfants des autres et qu'aujourd'hui, par des circonstances que je n'avais pas choisies, on me donnait l'opportunité de m'occuper de celui-ci. Je leur ai dit que je n'avais pas encore toutes les réponses. Je leur ai dit que j'avais l'intention d'être honnête avec Léo sur ses origines quand il serait en âge de comprendre. L'assistante sociale assignée à Léo était une femme nommée Madame Dubois, qui faisait ce métier depuis 20 ans et qui avait ce regard capable de distinguer ceux qui disent ce qu'il faut de ceux qui pensent ce qu'ils disent. Après la 3e visite, elle s'est arrêtée sur le pas de ma porte. Il demande après. Vous tous les jours, a-t-elle dit. Chaque jour depuis votre venue à l'hôpital. Il demande si Élise vient aujourd'hui. J'ai dû détourner les yeux un instant. Je serai là demain, ai-je répondu. Je sais, a-t-elle dit. Et sa façon de le dire m'a fait penser que l'enquête sociale se terminerait bien. Le premier week-end où Léo est venu chez moi, pour une visite supervisée organisée par le tribunal, il a franchi la porte en tenant son lapin pistache. Et a tout inspecté avec ses yeux dépareillés, faisant l'inventaire comme le font les petits enfants, très sérieusement et sans aucune gêne. Il s'est arrêté devant le comptoir de la cuisine où j'avais disposé des quartiers de pommes et des petits beurres, parce que j'avais demandé à Madame Dubois quel était son goûter préféré. L'expression sur son visage quand il les a vus était si attentive et si complexe pour un enfant de 5 ans que j'ai dû me tourner vers l'évier un moment. Tu savais, a-t-il dit. J'ai demandé, ai-je répondu. Ça te va? Il y a réfléchi. Oui, a-t-il dit. Ça me va. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, il a mangé ses pommes et m'a parlé d'un dessin animé qu'il aimait, une histoire de voiture qui parle, et j'ai écouté chaque mot avec la concentration que je réserve habituellement aux diagnostics complexes. À un moment donné, il a pris Pistache et a fait tapoter le lapin sur mon bras. Pistache veut savoir si tu as un lapin, a-t-il demandé. Je n'en ai pas, ai-je dit, mais je pensais m'acheter une plante. Est-ce que Pistache aime les plantes? Il a considéré cela très sérieusement. Peut-être une petite? A-t-il concédé? Je suis retournée au travail cette semaine-là, je me suis assise face à des familles, des parents et leurs enfants malades, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais annoncé un diagnostic difficile en disant aux gens que la situation était dure mais qu'ils n'étaient pas seuls. Je l'avais toujours pensé sincèrement, mais je ne l'avais peut-être jamais compris de l'intérieur. Je le comprenais maintenant. Il y eut un moment, lors de la 3e semaine de visite, un dimanche après-midi, où Léo s'est endormi sur mon canapé sous un plaid, alors que son dessin animé passait doucement en fond sonore.
Je me suis assise dans le fauteuil face à lui et je l'ai regardé dormir. Il avait Pistache coincé sous un bras. Sa poitrine se soulevait régulièrement. Ses cheveux bruns étaient un peu décoiffés contre le coussin. J'ai pensé à Julien, non pas avec la fureur que je m'attendais à ressentir, bien que la fureur soit là, quelque part, rangée dans un tiroir pour plus tard. J'ai pensé à quel genre de chagrin, de désir ou de pensée déviante avait pu pousser un homme à faire quelque chose d'aussi fondamentalement mal, et je me suis demandé si cela importait au final, si le motif était compréhensible. J'ai pensé au dossier que mon avocat constituait, qui finirait probablement par une plainte au pénal. Je me suis demandé si je devais quelque chose à Julien. Je revenais toujours à la même réponse, je ne devais rien à Julien. Mais Léo, lui, méritait l'honnêteté le moment venu. Pas une version édulcorée de ses origines destinées à protéger mes sentiments, mais un récit vrai qu'il pourrait porter avec lui et décider quoi en faire quand il serait assez grand pour le faire. J'allais devoir trouver comment lui donner cela. Ce serait la chose la plus difficile, mais ce n'était pas le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'était que le plaid avait glissé de ses pieds, et qu'il allait avoir froid s'il se réveillait. Je me suis levée et je l'ai bien bordé. Il a bougé légèrement. Élise, a-t-il murmuré. À moitié endormi. Je suis là, ai-je dit. Il s'est rendormi aussitôt. Le jugement définitif a eu lieu un jeudi, à la fin de l'automne, dans un tribunal qui sentait le vieux papier et les produits d'entretien industriel. Ma mère était là, ainsi que mon amie Clara de l'hôpital et Madame Dubois, qui n'était pas obligée d'être présente, mais qui est venue quand même avec une petite plante grasse entourée d'un ruban. Pour la collection de Léo, a-t-elle dit. Puisque vous en commencez une. La juge était une femme d'une soixantaine d'années, avec des lunettes de lecture attachées à une chaîne autour de son cou. Elle a examiné les documents avec soin, m'a posé 2 questions, a écouté mes réponses, puis a regardé Léo, assis à côté de moi sur une petite chaise avec Pistache sur ses genoux. Jeune homme, a-t-elle dit, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui? Léo l'a regardé très sérieusement. Élise va être ma maman, a-t-il dit, et je vais être son petit garçon. La juge l'a regardé. Un instant. C'est exactement ça, a-t-elle dit, avant de signer les papiers. Après, sur les marches du tribunal, ma mère a pris au moins 15 photos avec son téléphone, dont 3 où Léo faisait des grimaces et une où Pistache était positionné comme s'il lisait l'acte d'adoption. Nous sommes allés déjeuner dans une brasserie où Léo a commandé des crêpes même s'il était 1h de l'après-midi, et personne n'a trouvé rien à y redire. Il a presque tout fini. Sur le trajet du retour, il s'est endormi sur la banquette arrière, la tête penchée contre la vitre, Pistache serrée contre lui. Ma mère était sur le siège passager, elle a posé sa main sur la mienne qui reposait sur le levier de vitesse. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là, après avoir mis Léo au lit dans la chambre que j'avais passé 3 semaines à peindre, exactement dans la nuance de bleu qu'il m'avait décrite comme sa préférée, pas n'importe quel bleu, avait-il précisé. Mais le bleu d'une piscine quand le soleil brille dessus, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et j'ai repensé à la suite d'événements qui m'avaient menée ici. J'ai pensé à la façon dont un morceau de papier dans un petit sac à dos avait tout changé. J'ai pensé à cet appel auquel j'avais failli ne pas répondre. J'ai pensé à la qualité particulière de cet instant au box 4, quand j'avais tiré le rideau, vu ses yeux et senti la terre trembler. Je n'avais rien choisi de tout cela. Ni la façon dont cela avait commencé, ni la violation qui en était au centre, ni les 5 années passées sans savoir qu'il existait. C'étaient des choses que l'on
m'avait faite, et je n'avais pas fini d'être en colère, et je n'allais pas prétendre le contraire. Mais j'avais choisi chaque visite. J'avais choisi de répondre honnêtement à chaque question de Madame Dubois. J'avais choisi la peinture bleue. J'avais choisi de demander pour les petits beurres. J'avais choisi, encore et encore, d'être là. Un bruit est venu du couloir, des petits pas sur le parquet. Puis Léo est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine en pyjama, pistache sous le bras, plissant les yeux à cause de la lumière. Je me suis réveillée, a-t-il dit. Je vois ça, ai-je répondu. Est-ce que ça va? Il s'est approché et a grimpé sur la chaise à côté de moi. Avec l'aisance naturelle d'un enfant qui a décidé que vous étiez quelqu'un de sûr. Il s'est appuyé légèrement contre mon bras. J'ai poussé monter pour lui. Faire de la place. Je peux avoir de l'eau, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Je me suis levée pour lui chercher un verre d'eau. Il en a bu la majeure partie, a posé le verre et a bâillé si fort que j'ai pu voir toutes ses petites dents. Maman, a-t-il dit. Ce mot m'a totalement bouleversée. C'était la première fois qu'il l'utilisait. Pas Élise, pas autre chose, juste ce mot. Calmement, comme s'il s'était entraîné et avait décidé que ce soir était le bon moment. Je me suis rassise près de lui. Oui, mon bonhomme, ai-je dit, et ma voix était très stable, ce dont j'étais fière. Pistache veut savoir quand on pourra acheter une plante. J'ai ri, et mon rire est sorti un peu tremblant. Mais ce n'était pas grave. Ce week-end, ai-je dit, on ira en choisir une. Ensemble. Il a hoché la tête, satisfait, et s'est calé contre mon bras. Dehors, la ville continuait sa vie nocturne. Des sirènes au loin, une voiture qui passe, le bourdonnement ambiant de l'existence. Léo a bâillé à nouveau, et ses yeux se sont fermés. En moins de 5 minutes, il dormait contre mon épaule. Ce qui n'était pas idéal pour le ramener au lit, mais je n'ai pas bougé. Je n'avais nulle part ailleurs où être. Je pensais être une femme ordinaire. Peut-être que je le suis toujours. Peut-être que l'ordinaire, c'est juste ça. Une table de cuisine la nuit, une tasse de thé qui refroidit, un petit garçon endormi contre votre bras, et une vie qui est arrivée sous une forme que vous n'auriez jamais pu prévoir et qui s'est révélée, incroyablement, être là. Vôtre.